Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent pour ce premier atelier Sens commun consacré à l'éducation. Cet atelier a 3 objectifs. Premièrement, rappeler les grands défis auxquels est confrontée l'école aujourd'hui et les principes que Sens commun propose d'appliquer pour y répondre. Ensuite, vous permettre à tous, partout en France, de débattre, d'échanger vos expériences et de formuler des propositions pour une nouvelle politique de l'éducation. Et puis de réfléchir ensemble à la façon dont nous pouvons, chacun d'entre nous, nous engager pour l'école. Enfin, faire remonter vos propositions et les confronter aux travaux déjà menés pour construire le projet politique de Sens commun. Chacun d'entre vous a des idées à partager, chacun d'entre vous veut s'engager, Sens commun a besoin de vous. Pour parler d'éducation, nous avons fait appel à Jean-Paul Mongin, délégué général d'SOS Éducation. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Pouvez-vous s'il vous plaît résumer la situation de l'éducation en France et faire la liste des défis auxquels elle est confrontée? Alors l'éducation nationale, c'est avant tout une énorme institution. On sait trop peu que l'éducation nationale française est le 3e employeur de la planète après l'armée chinoise et les chemins de fer indiens. C'est un budget au niveau du ministère de 67 milliards d'euros, mais si on incorpore toutes les dépenses annexes, notamment celles supportées par les collectivités territoriales, on obtient un chiffre très au-delà de 100 milliards d'euros. Certaines évaluations parlent même de 6 à 7% du produit intérieur brut consacré aux dépenses d'éducation. Ensuite, qu'est-ce qui sort de l'éducation nationale? Il sort des chiffres de performance qui sont extrêmement alarmants. Le premier, c'est l'illettrisme endémique. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, à l'arrivée au collège, 20% des élèves, un élève sur 5, est touché par l'illettrisme. Parallèlement, les enquêtes internationales nous apprennent que le niveau de nos élèves décroche tous les ans. Le dernier classement PISA, l'enquête internationale commandée par l'OCDE, a montré qu'en 15 ans, la France, le système français avait perdu 15 places en mathématiques. Et puis, il y a peut-être encore plus grave. Aujourd'hui, on n'arrive plus à recruter des enseignants qualifiés. On recrute des professeurs des écoles qui obtiennent 4,17 de moyenne sur 20 au concours dans certaines académies. Alors les défis, on le voit, ils ne sont pas de l'ordre d'une petite réforme, ils sont véritablement d'ordre systémique. Il faut qu'une volonté politique forte s'empare de ce problème et remette à plat la question éducative en France. Vous l'avez dit, des moyens conséquents sont consacrés à l'éducation nationale et chaque gouvernement, de droite comme de gauche, met en place sa ou ses réformes de l'éducation. Comment se fait-il avec tous ces moyens et toutes ces réformes que nous en soyons encore à la situation que vous avez décrite? Depuis les années 80, le budget, l'investissement éducatif par élève a quasiment doublé. Donc des moyens, il y en a. Et cette idéologie qui consiste à dire on manque de moyens, on manque d'ordinateurs, on manque de professeurs, elle trouve ses limites dans le constat du réel. Bien souvent, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup d'ordinateurs. Le problème de fond de l'éducation nationale, c'est que c'est un système qui n'a pas évolué depuis l'époque où il s'agissait de gérer une petite élite. On travaille pour 12 millions d'élèves comme on travaillait avec un système aussi centralisé que lorsqu'on travaillait pour quelques centaines de milliers d'élèves sous la Troisième République. Les parents ne choisissent pas l'établissement où ils mettent leurs enfants, ça s'appelle la carte scolaire. Et donc ils sont invités à se comporter en consommateurs d'école. Les professeurs ne choisissent pas l'établissement où ils sont affectés. Et donc on ne peut pas leur demander une adhésion au projet pédagogique de cet établissement. Les chefs d'établissement, enfin, qui devraient être les garants de la réussite scolaire des élèves qui leur sont confiés, ne peuvent pas choisir leur équipe pédagogique. Ils n'ont pas de liberté de recrutement ou même de valorisation, de rémunération de leurs enseignants. Donc, dans ce système, personne n'est finalement responsable de la réussite éducative des enfants. On injecte des moyens d'un côté et de l'autre côté, on ne demande de compte à personne. Quels sont selon vous les chantiers prioritaires à mener pour l'école et les obstacles à lever pour y parvenir? Je dirais qu'il y a 2 mots d'ordre si on voulait reposer la question éducative en France. Le premier mot d'ordre, c'est l'efficacité. Efficacité pédagogique et efficacité économique. Efficacité pédagogique, c'est diffuser les méthodes qui marchent, les méthodes éprouvées depuis toujours. Ça fait 30 ans que des pédagogues progressistes inventent des nouvelles façons de ne pas apprendre aux enfants à lire, écrire, compter. Or, aujourd'hui, il y a un consensus qui est très largement partagé par les enseignants. 90% des enseignants considèrent que l'école, au moins au niveau primaire, est avant tout là pour apprendre aux enfants à lire, écrire, compter, et puis un peu d'histoire de France qui est le ciment de notre communauté nationale. Or, pour la moitié des enseignants, 51% précisément, l'école ne remplit plus ce rôle. Donc le problème, il est là.
Le premier problème, c'est comment est-ce qu'on se reconcentre sur la transmission des savoirs fondamentaux. Et sur les obstacles à lever pour y parvenir? Le principal obstacle à la réforme dans l'éducation nationale, ce sont les corps intermédiaires. C'est ce qu'on appelle les syndicats. Les syndicats qui ont une place tout à fait démesurée dans la cogestion du ministère par rapport à leur représentativité réelle. Ils peuvent paralyser ce grand système de garde qui est aussi l'éducation nationale. Parce que ce que les parents et les familles demandent avant tout à l'école, malheureusement, ce n'est pas forcément d'apprendre très bien à lire, écrire et compter à leurs enfants, c'est de garder leurs enfants pendant qu'eux-mêmes cherchent du travail ou vont travailler. Donc il y a beaucoup de parents qui ne sont pas gênés par le fait qu'un vacataire avec un BTS de tourisme vienne faire de l'anglais à leurs enfants. Ce qu'ils demandent, c'est qu'il y ait quelqu'un. Et si les syndicats décrètent une grève et qu'on n'entre plus les établissements, ça pose un problème majeur à toute la société. C'est pour ça qu'une politique ambitieuse devra passer par une autonomie des établissements. Dans un cadre où les établissements auraient une véritable autonomie, où les professeurs seraient représentés auprès du chef d'établissement par une sorte de délégué du personnel, les négociations se feraient de manière beaucoup plus naturelle. Et les syndicats n'auraient plus la possibilité de paralyser l'ensemble du système de manière centrale. C'est pour moi la grande réforme à pousser, et cette grande réforme, elle ne pourrait être poussée que par une volonté politique extrêmement déterminée, s'appuyant le cas échéant sur une mécanique de type référendum. Enfin, comment un citoyen comme vous, comme moi, peut-il s'engager pour l'avenir de l'école? Alors vous l'avez compris, notre pays est dans un état de catastrophe éducative. Quand il y a une catastrophe, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, vous pouvez faire ce que vous pouvez avec une petite trousse de soins. Ça s'appelle du soutien scolaire. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'engage de manière bienveillante et exigeante auprès de jeunes en difficulté pour les aider à revenir vers l'institution scolaire, pour les aider dans les devoirs, même s'ils ne maîtrisent pas toutes les méthodes pédagogiques, il leur rend un service absolument formidable. Ensuite, quand il y a une catastrophe, il faut des médecins. Et du coup, ces médecins, ces vocations, les médecins, ce sont des professeurs. Aujourd'hui, on a besoin de professeurs qui ont une vraie vocation, qui ont un vrai désir de s'engager, un vrai désir de transmettre aux jeunes. Et donc, pour un jeune qui veut s'engager au service de son pays, le métier de professeur, c'est sûrement une des plus belles choses qu'il puisse faire. Ensuite, en état de catastrophe, on a besoin de centres de soins, on a besoin d'hôpitaux. Et ça peut être une démarche intéressante pour des familles, pour des parents, de créer des écoles ou de se monter en association pour pouvoir agir dans les écoles qui existent. Il faut qu'on reprenne en main, avec une véritable exigence, le système éducatif. Et puis, dernière mesure en cas de catastrophe, c'est d'agir au niveau le plus haut, au niveau politique, et ça, c'est s'engager. Alors s'engager dans un parti ou s'engager dans une association militante telle que SOS Éducation. Voilà pour lancer la discussion de ce soir. Merci encore d'y participer. Nous attendons vos propositions. Nous comptons sur vous.